Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer un nouveau champ de la prévention des risques, le droit social. Et pour cela, j'accueille Michel Ledoux, qui est avocat et fondateur du cabinet Michel Ledoux et Associés. Son cabinet est un acteur majeur de l'évolution jurisprudentielle en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail depuis plus de 30 ans. Il est notamment intervenu dans l'affaire hautement médiatique de l'amiante. Je vous propose cet échange très intéressant avec un expert qui est régulièrement interpellé par les médias et consulté par les pouvoirs publics pour donner son avis sur l'évolution de la réglementation en matière de santé au travail. Bonne écoute. Bonjour Michel Ledoux, bienvenue dans le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter tout simplement ? Je m'appelle donc Michel Ledoux, je suis avocat à la Cour d'appel de Paris depuis bientôt 40 ans. Je suis notre cabinet, et moi en particulier, nous sommes spécialisés en matière d'hygiène, de santé, de sécurité au travail. Tout ce qui touche aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, également tout ce qui a trait à la maîtrise des taux de cotisation côté employeur, la réduction des taux de cotisation à TMP, à la responsabilité évidemment civile et pénale, faute inexcusable. Et puis on intervient évidemment beaucoup dans les tribunaux correctionnels lorsqu'il y a des pépins. Et l'on fait également beaucoup de formations, de sensibilisation, de conférences. On assure un certain nombre de cours dans différentes universités, donc toujours sur le sujet du risque professionnel. Et on essaye de travailler au maximum sur la prévention, précisément, des accidents du travail, des maladies professionnelles, à la fois d'ailleurs sur le terrain de la responsabilité civile pénale et également, en particulier ces dernières années, sur la question des risques psychosociaux, différents harcèlements. Voilà un petit peu donc qui je suis. Donc je travaille depuis 40 ans sur ces sujets. Alors, très bien. Du coup, vous avez tout de suite attaqué parce qu'on aurait pu se demander pourquoi j'invitais un avocat dans le podcast, mais vous êtes vraiment spécialisé justement dans l'hygiène, la sécurité et la santé au travail. Et finalement, donc, il y a une question moi, que je me demandais, c'est quand on est avocat, il y a une grande diversité de domaines qu'on peut attaquer dans le droit. Et vous êtes orienté vers la santé et la sécurité au travail. Est-ce que vous pourrez peut-être nous expliquer le pourquoi ? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait une grande partie de mes études en province, à Limoges. Et donc, je suis arrivé à Paris dans les années 70. Je n'avais pas de réseau, je ne connaissais personne en fait. Et le premier cabinet dans lequel j'ai collaboré était le cabinet de Lucien-Henri Thomas, qui précisément travaillait sur les accidents du travail, essentiellement à l'époque. Et donc, je me suis rendu compte que personne ne s'occupait de ces sujets à ce moment-là. Et du coup, n'ayant pas particulièrement d'autres projets, je me suis mis à approfondir et à creuser sur la question, donc à l'époque d'ailleurs, des accidents du travail. Il faut savoir qu'à l'époque, la santé au travail n'était pas automatiquement un vrai sujet. Les conditions de travail, d'ailleurs elles-mêmes, dans ces années-là, n'intéressaient pas grand monde. À l'époque, notamment les partenaires sociaux s'intéressaient essentiellement à l'emploi. Il fallait avoir un travail, un salaire. Les conditions de travail, ça n'existait quasiment pas. Et donc, nous avons bénéficié au fil des années de l'intérêt progressif pour les conditions de travail. On a commencé à s'intéresser, il y a maintenant peut-être une vingtaine d'années, à la santé physique, puis à la santé mentale, et puis aujourd'hui à la qualité de vie au travail. Donc, on a un peu surfé, si je puis dire, sur cette évolution de la société. Et donc, voilà pourquoi finalement, d'une part, je me suis intéressé au départ à ces questions-là, et puis pourquoi finalement cet intérêt a fini par devenir un vrai sujet. Donc voilà un petit peu pourquoi je me suis intéressé à ces sujets-là. Et puis j'ajoute que, à titre personnel, j'ai toujours apprécié le droit social parce que ça me paraissait un droit concret,
un droit concret, un droit près de la vie de tous les jours, un droit de consommation courante. Et donc, j'avais quand même au départ une forme d'appétence pour, allez, on va dire, le droit social. Voilà un petit peu pourquoi je me suis intéressé. Donc là, donc vous avez commencé, comme vous avez dit, vous arrivez à Paris, vous avez commencé dans un cabinet, puis après vous avez fondé votre cabinet aujourd'hui, qui lui est spécialisé dans ce domaine du droit social. Peut-être que vous pourriez nous en parler un peu de l'histoire de votre cabinet pour qu'on en saisisse bien Oui, les alors, enjeux et les objectifs. ouais, déjà, il faut savoir que quand je dis qu'on ne fait que, on ne travaille que sur la santé au travail, hein. On ne fait pas de droit du travail stricto sensu. On D'accord. ne fait rien d'autre que tout ce qui a trait donc au risque professionnel. Alors, le cabinet, la première, le cabinet s'est monté en 2 temps, hein. La première structure date des années 80. On a connu en 2001 une scission. Et donc, le cabinet actuel a 20 ans d'existence, stricto sensu. Bon. Donc, on est aujourd'hui un peu plus d'une cinquantaine d'avocats et de juristes. Et alors, on intervient d'ailleurs et en droit privé et en droit public. On a maintenant une équipe de droit public. Le cabinet, au départ, était un cabinet de civilistes, comme on dit, hein. On ne travaillait que sur le droit privé, hein. Et depuis donc maintenant 4-5 ans, on a développé, ça marche d'ailleurs très bien, hein, une grosse activité en droit public. On a vraiment des juristes et avocats particulièrement experts. Et donc, on travaille donc public-privé. Donc, on est une cinquantaine. Et le cabinet alors, se caractérise aussi par le fait qu'on a des juristes et avocats qui sont au cabinet depuis de nombreuses années. Il y a certains collaborateurs qui sont là depuis 25 ans, voire même 30 ans aujourd'hui, hein. Donc on a très peu de turnover, hein. Les collaborateurs, quand on les embauche, nous, on veut qu'ils restent. Alors c'est d'ailleurs notre intérêt, puisque c'est des matières qui sont peu enseignées à l'université, donc on forme les gens qui travaillent avec nous, et d'ailleurs les gens, d'une manière générale, restent au cabinet. Donc c'est rassurant en même temps, et ça fait qu'on a vraiment affaire à des gens très pointus, puisqu'ils travaillent matin, midi et soir sur ces sujets. Voilà un petit peu. Donc la situation d'aujourd'hui, en tous les cas, on est un peu plus d'une cinquantaine. Alors, on est dans un bâtiment qui est rue Portalis, dans le 8e à Paris. On est sur 3 étages de ce bâtiment. Et alors, depuis maintenant 3 ans, on a un cabinet secondaire à Toulouse. On a désormais une implantation à Toulouse parce qu'on a une grosse activité, notamment dans le sud-ouest. Et on a même une collaboratrice qui est basée en région PACA, hein, et qui intervient, elle, sur toute la zone PACA. Donc, on balaye, on va dire, une grande partie maintenant du territoire français. D'accord. Et donc, du coup, vous avez cette stratégie, si je puis dire, de fidéliser vos collaborateurs en construisant leur expertise vraiment sur la santé au travail. Est-ce que pour illustrer cette expertise, vous pourriez nous donner des types d'affaires ou enfin des exemples d'affaires que vous traitez et votre action dans ce processus? Par exemple, alors, il y a un gros sujet au cabinet qui est très ancien, hein, qui date du début des années 90. Depuis cette époque-là, on traite notamment de l'affaire dite de l'amiante, hein. Ouais. On a au cabinet une quinzaine d'avocats et de juristes qui ne travaillent que sur les questions d'amiante. Et d'ailleurs, on est à l'origine, hein, d'un changement jurisprudentiel extrêmement important du 28 février 2002. C'est la date à laquelle la Cour de cassation, la chambre sociale de la Cour de cassation, a posé le principe d'une obligation de sécurité de résultat. Les grands arrêts du 28 février 2002, ce sont nos arrêts, hein, si je puis dire, hein. C'est des arrêts dans lesquels on était la tête de file. Et donc, par exemple, donc, tout ce qui a trait donc, au risque amiante, à l'indemnisation des victimes de l'amiante, à la fois sur le terrain de la faute inexcusable et à la fois sur le terrain du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. On a également participé à la mise en place du fonds d'indemnisation, hein, et notamment les premières années, il y a eu un très gros contentieux pour que le barème d'indemnisation du FIVA soit arbitré par la Cour de cassation pour que très rapidement tout le monde sache où aller en termes de réparation. Voilà. Donc, par exemple, l'amiante. On travaille également beaucoup sur les taux de cotisation à TMP, hein.
On a Ouais. toute une équipe d'experts et d'expertes d'ailleurs, qui travaillent beaucoup pour faire évoluer, pour que les employeurs maîtrisent les taux de cotisation qu'ils doivent payer pour financer le risque accident du travail et maladie professionnelle. Et là encore, on est un peu à la pointe de la jurisprudence. Si je prends un autre exemple, plus récent, celui-là, enfin récent, relativement récent en tous les cas, on est également à la pointe de la définition ou de la redéfinition de ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété. Des salariés qui, certes, ne sont pas malades, mais qui craignent de l'être en raison de l'exposition, de leur exposition à des produits toxiques ou nocifs. Voilà. Donc, dès l'instant, c'est vrai que. Alors, je pourrais même ajouter qu'on travaille beaucoup sur les risques psychosociaux, les harcèlements. Ouais. Si je prends un seul exemple, on a mis en place une cellule qui travaille avec un cabinet spécialisé sur la prévention des harcèlements, du risque psychosocial à l'Assemblée nationale, par exemple. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez, on est, allez, on ne va pas trop se vanter, mais on est quand même à la pointe de pas mal des sujets d'actualité. En tous les cas, on essaye de l'être. Et alors, vous avez mentionné un sujet, moi je l'ai lu, mais je savais pas que ça pouvait être si important. Donc, le fait qu'il y ait des personnes qui s'inquiètent d'une maladie future et qui du coup, c'est-à-dire qu'elles vont intenter une action dans la crainte d'un préjudice qui pourrait arriver. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs là encore un préjudice qui est né au départ de l'affaire dite de l'amiante. Au départ, donc, en deux mots, lorsqu'on part en cessation anticipée d'activité, on est indemnisé en recevant une allocation. Cette allocation ne compense pas la totalité des pertes de salaire et certains salariés ont eu l'idée de demander devant le Conseil des prud'hommes la condamnation de leur employeur à payer le différentiel. Alors, ça a donné lieu à une lourde procédure, à l'occasion de laquelle la Cour de cassation, là encore, la Chambre sociale, a admis que dans ce cadre-là, certaines victimes pouvaient demander la réparation de leur préjudice d'anxiété. Donc, je le répète, c'est des gens qui ne sont pas malades, mais qui peuvent démontrer avoir été exposés à un produit comme l'amiante, donc dangereux, et donc on les autorise à demander la réparation de cette inquiétude, de cette angoisse. Alors évidemment, si on parle de l'amiante, il y a eu beaucoup de victimes. Quand les gens qui demandent la réparation de leur anxiété, souvent, travaillent dans des entreprises dans lesquelles certains de leurs camarades de travail ont été contaminés, sont parfois décédés. Donc, et alors, D'accord. ce projet d'anxiété, pour faire très très simple, à la fin de l'année dernière, le 11 septembre 2019, il a été élargi au-delà de l'affaire de l'amiante. Les salariés qui peuvent démontrer une exposition importante à un risque élevé de maladie, exposition aux produits, je le répète, nocifs ou toxiques, peuvent demander la réparation de l'anxiété, alors soit devant le Conseil des prud'hommes, soit éventuellement devant une juridiction administrative. Donc c'est vous voyez, ça participe d'ailleurs à la pression des juges sur les entreprises pour les contraindre, si je puis dire, à faire de la prévention. Car aujourd'hui, on peut être condamné à payer des dommages et intérêts lorsqu'il y a des accidents du travail, lorsqu'il y a des maladies professionnelles, mais aussi lorsqu'on se contente d'exposer des salariés à un risque important. Attention, tout ça suppose des éléments probatoires extrêmement sérieux, il suffit de claquer du doigt, mais on voit bien que progressivement, les juges accompagnent l'évolution sociétale, parce que, une fois de plus, on vit quand même dans un univers dans lequel on n'accepte plus les risques, on n'accepte plus les atteintes à la santé, c'est plus perçu comme, quand un accident survient, comme le signe de la fatalité, c'est vécu comme la marque d'un véritable dysfonctionnement social. Et donc il y a un vrai mouvement de l'opinion publique des salariés pour être protégés, et les juges accompagnent cette aspiration à la sécurité en durcissant ces dernières années la jurisprudence de façon à ce que les entreprises multiplient la prévention de qualité. C'est un mouvement extrêmement puissant, c'est une trajectoire qui place d'ailleurs la santé physique et mentale au cœur de la vie professionnelle. La Alors justement, santé, vous avez commencé à parler de prévention et ça rejoint la question que j'avais ensuite, c'est-à-dire que
pense que quand on ne connaît pas, comme moi, bien votre action, on a l'image que du coup, on a recours aux avocats qu'après un événement dramatique, alors que finalement, il y a tout un conseil qui peut être mis en place auparavant. Et peut-être que vous pourriez nous en parler un peu plus pour Oui, qu'on concerne bien bah, cette action. vous avez raison d'ailleurs, d'une manière générale, hein, l'avocat, pendant de très nombreuses années, était perçu comme celui qui intervenait devant le tribunal. Ouais. J'allais dire lorsqu'il est trop tard. Bon, hein. Et ça, c'est une image que les avocats ont encore. Hein. Maintenant, ceci dit, depuis maintenant quand même un certain nombre d'années, les avocats, enfin nous en particulier, mais beaucoup de nos confrères, interviennent en conseil. Hein. En conseil, nous, sans arrêt, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait déjà beaucoup de formations, puisque vous savez que dans les principes généraux de prévention, hein, quatrième partie du Code du travail, l'une des obligations des employeurs, c'est de faire de l'information et de la formation. Bon. Donc nous, on fait beaucoup de formations pour que les dirigeants, pour que les encadrants comprennent leurs obligations en matière de prévention du risque professionnel. Il y a déjà beaucoup de travail que nous faisons, nous, en tous les cas, sur ce terrain-là. On intervient également en conseil, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des nouveaux textes, par exemple, hein, qui ne sont pas toujours extrêmement clairs et qui sont parfois difficiles à mettre en musique dans les entreprises, ben on intervient à côté des chefs d'entreprise et des préventeurs. On est très au contact avec les préventeurs pour les aider, hein, à interpréter les textes et mieux comprendre comment les mettre effectivement en œuvre sur le terrain. Bon. Donc, on intervient beaucoup, nous, en tous les cas, en prévention, parce que vous avez raison. Hein, une fois qu'on arrive devant le tribunal, c'est trop tard. Hein, c'est trop tard. Et donc, la prévention est extrêmement importante. Et nous, ça fait partie de, au moins la moitié de notre activité est une activité qui tourne autour de la prévention, pour aider les entreprises, aider les salariés à comprendre les règles, à se protéger, pour éviter effectivement les procès qui, malheureusement, surviennent lorsqu'il y a un pépin. Oui, tout à fait. C'est vrai que, et heureusement que c'est en train d'évoluer, cette prévention qui arrive maintenant en conseil et plus en amont des pépins, comme vous disiez. Et, euh, et justement, peut-être que vous pourriez nous expliquer les actions que vous menez en tant qu'avocat fondateur de votre cabinet et voilà, c'est aussi en tant que dirigeant d'entreprise, du coup, puisque c'est Oui. aussi votre casquette. Peut-être que vous pourrez voilà, nous parler un peu plus de votre quotidien de tous les jours. Ben, notre quotidien, enfin, bon, si vous voulez, pour parler notre quotidien, finalement, il est divisé en deux parties. On a le côté de prévention. Hein. On a par exemple tout un système de hotline, hein, où nos clients peuvent nous appeler à tout moment, entre 8 heures du matin et 20 heures le soir, et même pour certains tout au long de la nuit, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, hein, un accident, un quasi-accident, l'arrivée de l'inspection du travail, rédiger une déclaration accident du travail. Ils peuvent nous appeler. On a un système de hotline, on a en permanence plusieurs avocats de permanence qui vont répondre en temps réel, hein, ou parfois en léger différé lorsque ça peut être un peu plus compliqué, lorsqu'il y a besoin d'examiner des pièces, aux questions que se posent les entreprises d'ailleurs et les membres de l'encadrement sur la prévention. Donc ça, c'est une partie très importante de notre activité. On a également des équipes, je viens de le dire, mais qui font au quotidien, hein, de la formation. Alors, je vous parle, au cabinet, il y a 2 avocats qui, en Zoom aujourd'hui ou en team, font de la formation, font de la sensibilisation des membres de l'encadrement sur les règles fondamentales de la responsabilité civile et pénale de l'encadrement. Bon. Et puis, on a une activité judiciaire. Hein. Aujourd'hui, je regardais sur le tableau avant de partir, il y a 4 avocats, avocates ou avocats d'ailleurs, aux 4 coins de la France. Je crois qu'il y a quelqu'un à Montpellier, il y a quelqu'un à Lille, il y a quelqu'un à Longwy ce matin qui sont en train de plaider des dossiers. Donc vous voyez, c'est une répartition, hein, entre le conseil au quotidien, hein, la formation et puis le caractère opérationnel du cabinet. Nous, on est vraiment un cabinet 50-50 contentieux, 50-50 conseil. Voilà. Donc, et moi, bon, je suis le fondateur, je suis le plus ancien du cabinet maintenant. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, je réponds à certains clients, je m'occupe en direct de certains dossiers, pas tous évidemment, puisque bon, on est tellement nombreux que je ne pourrais pas y arriver. Hein.
Et je relis, par exemple, certains textes, certains articles. Je rédige de temps en temps quelques articles. Bon. Et puis, bon, vous savez, je fais quelques vidéos, j'interviens un peu sur les réseaux sociaux, voilà, pour bah, euh, expliciter un certain nombre de points. Et puis, il faut le dire également, pour se faire connaître, parce que bon, il faut Ouais. savoir et faire savoir. Hein. Il y a beaucoup d'avocats en France, donc il est important que nos clients potentiels sachent ce qu'on fait et puis soient capables d'apprécier la qualité, en tous les cas, de la proposition de nos prestations. Voilà. Mais du coup, vous avez dit un peu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression que justement, vous êtes plutôt très présent. Je vous ai vu, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Et j'ai vu les webinaires que vous pouvez faire, donc les formations dispensées par votre équipe. Et non, au contraire, je pense que c'est quelque chose que vous faites bien et qui est important de faire. Déjà pour être connu, tout Oui, simplement, parce que oui, c'est important. il y a plein de gens qui n'ont pas conscience en Ouais. fait de tout ce que vous pouvez apporter là-dessus. Ce sont les outils d'aujourd'hui, quoi. Hein. Donc, effectivement, et puis bon, le webinar, on en a fait beaucoup, beaucoup depuis le mois de mars dernier. Hein. Oui, forcément. D'ordinaire, on intervenait beaucoup en présentiel. C'est vrai que depuis le mois de mars dernier, bon, compte tenu de la situation, nos clients nous demandent souvent des visioconférences. Hein. Moi, j'en fais à peu près 2 par semaine en ce moment. Même si le présentiel redémarre un tout petit peu, hein, un tout petit peu, mais avec 1000 précautions, évidemment. Hein. Donc, non, on intervient beaucoup. Oui, oui. Enfin, en tous les cas, sur nos sujets, qui sont les sujets de prévention des risques, effectivement, on peut dire qu'on intervient pas mal sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un vecteur de communication. Et puis aujourd'hui, compte tenu du confinement, c'est une façon de rester en contact avec nos clients potentiels. Très bien. J'avais encore deux autres questions sur la suite de votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous partager finalement les plus grosses difficultés qu'il y a dans votre mission? Qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué à gérer, je ne sais pas, que ce soit les clients, les entreprises ou autres? Le plus dur à gérer, d'abord, le plus dur à gérer, c'est souvent l'urgence, parce que, bon, on a dit tout à l'heure qu'on fait beaucoup de prévention, mais enfin, bon, il y a quand même pas mal de clients qui attendent les emmerdements pour prendre contact avec nous. Oui. Et clairement, hein, bon. Et clairement, les emmerdements, c'est il y a eu un accident du travail il y a une demi-heure, le procureur de la, enfin, les services de police sont sur les lieux, l'inspecteur du travail arrive dans une demi-heure. Qu'est-ce qu'on va nous demander? Voilà, on n'arrive pas à mettre la main sur le document unique d'évaluation des risques. Voilà. Donc, l'une des difficultés, c'est souvent l'urgence, être capable de gérer l'urgence, de notre côté, faire montre de sang-froid et de recul, hein, d'essayer de ne pas être aussi excité que certains de nos clients, hein, essayer de garder notre calme. Bon, ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et puis, on intervient sur des matières qui ne cessent d'évoluer. Hein. Il y a beaucoup de changements et notamment beaucoup de jurisprudence. Hein. Et donc, l'une des difficultés, mais c'est en même temps, bon, c'est pour ça qu'on est des spécialistes, hein, c'est de suivre les dernières décisions en temps réel. Il y a des décisions significatives pratiquement chaque semaine en matière de droit social, notamment en matière d'hygiène, de santé et de sécurité. Donc, il faut être capable de suivre ça. Alors, on a toute une série d'outils, hein, mais il faut être capable de le suivre, évidemment de comprendre les évolutions en temps réel et de les diffuser d'ailleurs le plus vite possible à nos clients lorsqu'il y a des changements significatifs. Bon. Et vous voyez, suivre tout ça, c'est compliqué. Je veux dire que depuis le mois de mars, par exemple, dès la fin du mois de mars, on a été assaillis de questions autour de quelle est l'obligation de l'employeur par rapport à la Covid. Est-ce que c'est une obligation de résultat? Est-ce que si un de nos salariés tombe malade, est-ce qu'on va voir notre responsabilité engagée? Bon. Ensuite, immédiatement, on a enquillé sur quelle est la valeur des préconisations, des protocoles divers et variés, hein, comment les suivre le mieux possible. Et il nous appartient à nous, en tant que spécialistes, par exemple, de prendre un peu de hauteur, hein, parce que finalement, les préconisations, les protocoles divers et variés, c'est quoi? C'est la mise en œuvre, tout simplement, des principes généraux de prévention qui sont dans la 4e partie du Code du travail depuis le début des années 90. Donc, les pouvoirs publics n'ont pas réinventé l'eau chaude. Hein. Ils ont tout simplement, sur la Covid,
utiliser les principes généraux de prévention, qui sont des principes d'ailleurs même pas franco-français, européens. Voilà. Donc, être capable de la hauteur pour leur dire ne vous pas de panique, appliquez la démarche des principes généraux de prévention, supprime le risque, et puis le risque qu'on ne peut pas supprimer, bon, on essaie de le réduire. Voilà. Donc, mettre en perspective. Et ça, ce n'est pas toujours facile en temps réel, parce qu'on a la pression des clients, la pression de comprendre ce qui se passe, d'anticiper. Moi, je me souviens, un seul exemple, après le 15 mars, dès qu'on a compris le risque Covid, j'ai dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mettez à jour votre document unique. Bon, il y a plusieurs intérêts qui m'ont dit actuellement, il y a autre chose à foutre que de mettre à jour le document unique. Il y a le fond, il faut trouver des masques, il faut trouver du gel hydroalcoolique, au secours. Bon, donc, néanmoins, on voit bien qu'aujourd'hui, 6 mois après, la mise à jour du document unique est quelque chose de très important. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui est dur, c'est ça, c'est de suivre. Et puis, je vais vous dire également, c'est des métiers, enfin, c'est pas le seul, où il faut avoir la santé. Il faut avoir quand même une résistance physique au stress. On se déplace beaucoup, on plaide aux 4 coins de la France, et il faut avoir de bonnes jambes. Je dirais, nombre de boutade, j'ai dit qu'il vaut mieux avoir de bonnes jambes, faire du jogging le week-end, être capable de courir longtemps, que d'avoir un cerveau bien fait, parce que la résistance physique dans nos métiers est très importante. Pour tenir le coup, pour tenir la route, pour durer d'ailleurs, finalement, il faut être résistant physiquement et psychologiquement. D'accord, très bien. Et justement, sur un autre point, est-ce que vous pourriez nous partager, vous, ce que vous aimez le plus dans votre activité? Moi, ce qui me plaît, alors vraiment, c'est d'abord de rencontrer des gens. Vous savez, il y a des matières du droit. Attention, ce n'est pas des matières que je méprise, mais que je sais pas, le droit fiscal, les fusions-acquisitions. Bon, je ne suis pas sûr qu'on soit en permanence en contact avec le client, qu'on vibre avec le client. Alors que dans nos matières, nous, c'est extrêmement concret. On a affaire à des victimes qui sont des victimes, à des dirigeants qui sont des dirigeants. On découvre des univers de travail. Moi, il y a des secteurs d'activité que j'aurais jamais approchés, même de très loin. On intervient sur des sujets absolument, parfois, invraisemblables, des têtes d'épingle. Et c'est passionnant de voir comment les gens travaillent, ce qu'ils font, à quel point tous les métiers sont des métiers palpitants, à tel point, même sur des activités que, vu de loin, on pourrait penser que c'est pas terrible, mais quand on rentre dans l'activité des gens, moi je visite des usines, des chantiers, je vois des choses extraordinaires sur le plan technique, je suis en admiration souvent devant la compétence des ingénieurs, leur créativité, ça c'est génial, ça c'est passionnant. Et puis, sur les risques psychosociaux, sur les questions de harcèlement, par exemple, on rentre sur des choses extrêmement, également finalement très concrètes. On découvre des comportements parfois formidables et parfois des comportements qui le sont moins. Donc on découvre la richesse, toutes les palettes de la nature humaine. Dans cette activité-là, en tous les cas, on est en contact avec ça et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant. Et ça, je vais vous dire, je ne regretterai jamais de m'être dirigé vers ce secteur d'activité. C'est rigoureusement passionnant. Vous savez, moi maintenant j'ai des heures de vol. Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je suis toujours passionné par ça. Et ça me passionne toujours. Je pourrais finalement prendre ma retraite, mais non, je n'ai pas l'intention de décrocher parce que moi, je vis en permanence des choses extraordinaires. C'est une chance. C'est ouais, tout à fait. C'est un très beau message en plus. Alors, on va continuer sur la partie recommandations. Est-ce que vous auriez des ouvrages ou des sites web que vous pourriez recommander aux auditeurs liés alors plutôt au droit et à l'hygiène et la santé au travail? Vous savez, il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Moi, je vais vous dire, depuis toujours, je travaille avec le dictionnaire permanent des LGA. C'est vraiment le document papier, jadis, et puis aujourd'hui numérique, que je trouve que c'est... Et vous avez aussi toute une série pour se dégrossir, si je puis dire, il y a chez l'AMI également, où il publie des documentations très intéressantes, mais il n'y a pas, on n'a pas à proprement parler d'ouvrage de référence. Moi, je vous dis, nous, on travaille d'ailleurs encore aujourd'hui, avec
tout ce que le dictionnaire permanent, c'est quand même un outil qu'on utilise quasiment très, très, très régulièrement. Bon. Maintenant, ceci dit, avec le temps, hein, on a notre documentation à nous, quoi, hein. On a nos jurisprudences, on assure une veille réglementaire et jurisprudentielle au quotidien, hein. Donc, sur le plan numérique, je crois qu'il n'y a pas tellement, autant en droit fiscal, en droit du travail, hein, il y a des ouvrages de référence, là, chez nous, il n'y a pas véritablement de documents, on me le demande souvent d'ailleurs, hein, il n'y a pas véritablement de Bible, en quelque sorte, où on puisse trouver tout ce qu'on peut être amené à rechercher sur ces sujets. Le seul document qui me semble assez exhaustif, c'est le dictionnaire permanent. D'accord. Je peux difficilement dire autre chose. Et oui, du coup, vous avez parlé d'outils que vous consultez, que vous utilisez en ligne. Il y en a peut-être que que vous avez en tête parce que, sans être du métier, je sais qu'il y avait pas mal de choses au niveau des startups, comme ils disent, de la legal tech, comme Doctrine ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez. Oui. La doctrine, oui. Bon, le problème, si vous voulez, c'est que, sur l'exemple de Doctrine, hein, on a fait des essais avec Doctrine, sauf que dans nos matières, 80% ou 90% des décisions qu'ils nous transmettent, c'est nos décisions. D'accord. Donc, si vous voulez, voilà. Mais attention, hein, je pense que ces startups vont croître et se développer. C'est très utile pour ceux qui ne sont probablement pas hyper spécialisés, parce que là, ça leur permet quand même d'avoir des décisions récentes, hein. Non, l'avenir, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, hein. Il commence à y avoir des logiciels qui sont pour simplifier, hein, on leur pose une question de droit et ils vous répondent, ils vous bâtissent même un argumentaire à partir de la jurisprudence. Alors, effectivement, bon, pour l'instant, c'est encore à améliorer, hein, mais il est clair que dans quelques années, ces outils deviendront probablement indispensables. Ça ne fera pas disparaître l'avocat, évidemment, hein. L'avocat, les stratégies juridiques, ça, la machine ne pourra pas les bâtir, ces stratégies, mais ça va faire gagner beaucoup de temps, notamment dans le recueil de la jurisprudence. Moi, quand j'ai débuté, on passait des heures, que dire des jours, la bibliothèque, le palais de justice, hein, à ouvrir, à aspirer de la poussière d'un nombre innombrable de revues diverses et variées qu'on compulsait frénétiquement, quoi. Aujourd'hui, au cabinet, clac, on retrouve la jurisprudence en 2 clics. Donc ça a fait évoluer considérablement l'activité des avocats en général. Bon, et l'intelligence artificielle, dans les années qui viennent, va certainement encore un peu plus améliorer, accélérer. Alors maintenant, accélérer, c'est l'éternel problème, c'est que pour bâtir des stratégies, il faut réfléchir, il faut avoir un petit peu de temps. Et puis vous le savez, tout le monde le sait, avec les nouvelles technologies, tout va très vite, hein. Le client vous pose une question à 10h30, il veut une réponse à 10h31, quoi, hein. Bon, c'est un problème dans nos matières juridiques où ça suppose quand même de prendre un peu de temps pour réfléchir, hein. Et on peut pas, c'est pas mécanique, quoi, hein. Et ça, il va falloir qu'on apprenne à maîtriser ces outils, à les domestiquer, hein, de façon à ce que ce soit vraiment des choses qui améliorent la performance de l'avocat et les conditions de travail d'ailleurs, mais que ce ne soit pas des outils supplémentaires de stress. Ça, il va falloir travailler là-dessus avec beaucoup d'attention. C'est peut-être moins évident cet aspect-là. Oui. Et enfin, sur la partie à venir, est-ce que du coup vous en avez est-ce que vous avez une idée de comment va évoluer le métier? Je vais d'abord, le préventeur va d'ores et déjà des outils supplémentaires techniques, hein. Je pense aussi aux simulateurs qui permettent de recréer des conditions de travail, des risques professionnels. Ça permet en termes de formation de faire comprendre concrètement, hein, aux opérateurs la bonne façon de travailler et les risques encourus si on ne respecte pas donc notamment les règles et la formation qu'on a reçue. Bon. Également, les préventeurs ont des choses extraordinaires. Je pense aux exosquelettes, hein, pour lutter contre les gestes répétitifs, contre les TMS, c'est extraordinaire, quoi, hein. Et c'est vrai que tout ça va faire évoluer. Par contre, alors moi, ce que je pense aussi, c'est que à l'occasion de la Covid, on a découvert à quel point
la prévention était importante. On a découvert que l'absence de prévention peut tuer des entreprises, peut mettre une entreprise en grande difficulté. La Covid a également vulgarisé, si je puis dire, la prévention. Parce que finalement, on a entendu des ministres, des chefs d'entreprise de premier plan nous expliquer qu'en termes de prévention, il faut commencer par la prévention collective, par exemple le télétravail, et qu'on termine derrière par notamment la distance physique, et puis pourquoi pas, même si aujourd'hui c'est obligatoire, par une sorte d'EPI que constitue le masque respiratoire. Donc on a bénéficié finalement depuis quelques mois d'une formation au niveau national, même au niveau mondial, de comment se protéger d'un risque, en l'occurrence la Covid. Et ça, j'espère que quand on aura réglé, et j'espère que ça va arriver rapidement, la question de la Covid, ça restera ça. Bon. Et puis ça démontre à quel point le préventeur est important. Parce qu'entre nous, le préventeur, souvent, par le passé, en tous les cas, c'était un petit peu la dernière roue du carrosse. Le préventeur, il n'était pas tellement important. Moi, je rêve, je l'ai déjà écrit et je le répète, que dans les années qui viennent, dans les comités directeurs des entreprises, à la table des grandes réunions, à côté du directeur financier, il y ait l'ingénieur sécurité. De façon à ce que la sécurité au travail soit perçue par les dirigeants, par les managers, comme quelque chose d'aussi important que la sécurité financière. Et on voit bien avec la Covid à quel point l'insécurité peut être destructeur de valeur. Et ça, je pense qu'il faudra, pour les préventeurs, dans les années qui viennent, le rappeler, le marteler en disant aux dirigeants, il y a un an, vous nous expliquiez à tous un petit peu finalement la démarche de prévention, vous insistiez sur la prévention, vous avez travaillé, vous avez exigé que l'on multiplie les précautions, que l'on suive d'ailleurs les préconisations des pouvoirs publics, notamment celles du Code du travail. Et aujourd'hui, donc maintenant que la Covid s'est éloignée, il ne faut pas oublier à quel point ce qu'on a pu apprendre doit être aujourd'hui utilisé pour améliorer encore la prévention des risques professionnels. Donc, les perspectives, à mon avis, sont très, très encourageantes. La prévention, c'est un métier d'avenir, clairement. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de problèmes. Je ne le souhaite pas, mais malheureusement, on peut le penser. On a vécu un truc imprévisible, en tous les cas, une catastrophe naturelle, en quelque sorte, constituée par la Covid, mais on ne peut pas exclure que ça se reproduise. Ouais, et on voit bien à quel point ces anticipations sont absolument essentielles. Très bien. Et enfin, une dernière question que je pose à tous mes invités. Quel conseil vous auriez pour le jeune Michel qui débutait dans le métier ? Je lui dirais, accroche-toi déjà, et si tu es sérieux, si tu es bosseur, il y a de la place pour tout le monde. Et si le petit Michel s'intéressait à la prévention des risques, je lui dirais qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est un secteur dans lequel il y a du travail. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a du travail, parce que si je regarde les avocats en France, vraiment spécialisés. Je ne parle pas, il y a d'excellents avocats, mais des cabinets qui soient uniquement centrés sur la prévention des risques, j'en vois 3 ou 4 en France. Et 3 ou 4, c'est évidemment largement insuffisant. Il y aurait besoin peut-être d'une centaine de cabinets très performants, pointus, qui aident les entreprises à développer la prévention. Donc je dirais au petit Michel, vas-y mon vieux, faut bosser. Il faut s'accrocher, c'est pas simple, tu vas peut-être ramer entre guillemets pendant quelques années, mais si tu fais un travail de qualité, si tu sais t'entourer, parce que c'est un travail d'équipe, moi je ressens les gens avec qui je travaille depuis 20 ans, on serait arrivé à rien. C'est un vrai travail d'équipe, il faut faire confiance aux gens, les former, les accompagner, les motiver sur différents aspects. Et je dirais au petit Michel, vas-y, il y a du travail, tu peux monter une structure performante, il y a plein d'entreprises qui attendent des gens comme toi. Voilà ce que je lui dirais au petit Michel. Très bien. Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup Michel Ledoux d'être venu dans cet épisode et je vous dis à très vite. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements.
Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!